L'année qui s'achève aura été pour notre pays un moment de vérité. Elle a mis au jour des déséquilibres profonds, révélé l'ampleur des défis accumulés et rappelé l'exigence de redresser l'État avec sérieux, méthode et transparence. Un travail approfondi a été mené à l'interne et avec nos partenaires afin d'établir un diagnostic partagé et de dessiner des solutions durables. Dans le même mouvement, des avancées concrètes ont été réalisées. La continuité de l'État a été assurée, les services publics renforcés et les secteurs les plus vulnérables accompagnés. La baisse progressive des prix des produits essentiels s'est traduite par un allègement réel du coût de la vie. Les mesures de réduction des prix de plusieurs produits essentiels ont représenté 342,5 milliards de francs CFA d'économies pour les ménages en 2025. Cet effort se poursuivra en 2026. Je tiens à cet égard à saluer l'engagement du Premier ministre Ousmane Sonko et de l'ensemble du gouvernement. L'amélioration progressive de l'environnement des affaires, l'intensification de notre diplomatie économique et la tenue du Forum Invest in Sénégal ont renforcé la crédibilité du pays et consolidé son positionnement comme une destination d'investissement fiable et attractive. Mes chers compatriotes, la décision politique de porter le registre national unique à 1 million de ménages a rendu l'action sociale plus juste et plus efficace en orientant les appuis vers celles et ceux qui en ont réellement besoin. Cette exigence d'équité s'est prolongée par un soutien accru à l'autonomisation économique des femmes et des jeunes, avec l'émergence de 1060 coopératives productives solidaires. Dans le domaine de la santé, le gouvernement a constamment cherché à améliorer le quotidien des familles. À l'échelle nationale, plus de 8000 petites et moyennes entreprises ont été accompagnées, permettant de consolider ou de créer près de 130 000 emplois directs et indirects. Mes chers compatriotes, préparer l'avenir signifie aussi investir dans la jeunesse et dans le savoir. 2401 salles de classe ont été livrées, accompagnées de 1389 blocs administratifs, 1112 blocs d'hygiène et 92 km de clôture sécurisés. 2000 enseignants ont été recrutés dans les zones prioritaires et plus de 500 enseignants-chercheurs vont rejoindre les universités, les instituts supérieurs d'enseignement professionnel et les écoles supérieures. 8 nouveaux ISEP vont renforcer l'accès à une formation professionnelle supérieure de qualité, tandis que les réformes des curricula, l'intégration des DARA dans l'éducation nationale, la réorientation vers les sciences, les technologies et les formations professionnelles et numériques vont accompagner cette transformation. Enfin, les infrastructures ont continué de transformer la vie quotidienne. Près de 280 km de routes ont été livrés. Plus de 100 km de pistes rurales ont reconnecté 86 localités. Et l'accès à l'eau potable comme à l'électricité s'est élargi, avec 831 799 concitoyens qui ont eu pour la première fois accès à l'électricité. Ces résultats, parmi d'autres, rapprochent les familles, soutiennent l'activité économique et redonnent souffle à des zones longtemps enclavées. Mes chers compatriotes, l'année 2025 a été celle de la rigueur et de la résilience, ainsi que celle de la consolidation de la transparence et de la vérité dans notre démarche. Grâce à une réduction drastique du train de vie de l'État, à une gestion plus exigeante, à la renégociation des contrats et à la rationalisation de plusieurs niches, l'État a dégagé plusieurs ressources qui seront intégralement consacrées aux investissements prioritaires de 2026. L'année qui s'ouvre sera ainsi celle de la relance effective de l'investissement public. Dans l'éducation,
Afin d'accélérer l'éradication des abris provisoires et améliorer les conditions d'apprentissage, 29 milliards sont prévus au titre de l'année 2026, sur un budget global de 62,8 milliards destiné à la construction et l'équipement de 2500 salles de classe, 300 blocs administratifs, 50 000 mètres linéaires de clôture et 480 blocs d'hygiène, entre autres. Là, je suis accompagné de ma famille. Nous sommes venus célébrer la nouvelle année ensemble. Et nous sommes en train de passer des moments vraiment qui nous touchent. Et ça nous galvanise en tout cas, ça nous fait du bien. La première à souhaiter bonne et heureuse année, c'est d'abord ma maman et mon père. Ensuite, s'en suivra toute ma famille. Qui est là? Celle-là, c'est ma soeur. Elle s'appelle Siré Divané. Nous sommes venus aujourd'hui pour célébrer ensemble cette année dans une ambiance de convivialité. Et... ouais, moi je m'appelle Olivier, je viens de Berlin. Et là, je suis avec mes amis Pape Samito et Mam Seydi. Il y a Ibrahim là-bas, mais il ne veut pas parler. Ouais, on est à Dakar ici pour fêter la nouvelle année 2026. On est là pour tout, on est là pour s'amuser et il y a une bonne ambiance. Et bonne année à tous! La 2026 sera notre année, Inch'Allah! Dieu tous amis! Machallah, content de vous voir. Bonjour, on est contents, on est tous contents de venir ici pour fêter la fête de Noël en 1er mois 2000. Pour le 31 décembre, c'est une fête de Noël qu'on rêve tous de passer à Dakar. C'est parce qu'on aime notre pays et ici c'est notre fierté de passer les fêtes de Noël à Dakar. On salue tous les on salue tous les À premier niveau, c'est la mesure de zèle des importations que le gouvernement met en œuvre pour protéger la production locale. Ça, c'est un. De deux, c'est de faire de sorte que entre les acteurs, entre les zones de production, de voir comment véritablement organiser tout cela en relation aussi avec les commerçants pour aider les producteurs. Parce que le producteur aussi n'est pas un commerçant. Nous avons un programme pour véritablement mettre en cohérence les agrégateurs, des commerçants qui collectent, qui stockent et véritablement qui distribuent en fonction des marchés. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est véritablement d'améliorer tout ce dispositif de commercialisation de nos produits agricoles de manière globale. L'objectif véritablement des producteurs, l'objectif du gouvernement, c'est pas de produire et véritablement de bazarder. Ça, je pense que nous tous nous sommes conscients de cela. Il y a des mesures qui sont en train d'être mises en place et au niveau du ministère de l'Agriculture, au niveau du ministère du Commerce, pour renforcer véritablement les infrastructures de stockage. D'habitude, l'ARM donnait des prix conseillés. Cette année-ci, véritablement, on veut innover un peu parce que dans le cadre de la commercialisation, souvent les produits homologués ou bien les prix qui étaient homologués étaient un peu limités au riz, les céréales. Maintenant, pour les produits horticoles, c'était extrêmement difficile parce que c'est des produits hautement périssables. L'idée aujourd'hui, l'objectif avec le ministère, c'est de proposer un arrêté qui va mettre en place un prix plancher. Un prix plancher qui va peut-être protéger un peu le producteur parce que nous avons les coûts de production souvent un peu élevés au niveau des producteurs avec des prix très bas. Ça véritablement ça n'incite pas et ça ne protège pas assez aussi le producteur. De l'autre côté aussi, un prix plafond qui va un peu sécuriser aussi les consommateurs. Au nom de la souveraineté alimentaire, les consommateurs ne doivent pas être sacrifiés. Nous sommes d'accord pour la souveraineté alimentaire, car confier son ventre à l'extérieur n'est pas rassurant.
Cependant, le bras technique du ministère du Commerce doit être toujours équidistant entre les acteurs. C'est sa mission première. Et pour être équidistant, il faut anticiper. Anticiper veut dire quoi? Quand l'oignon local, par exemple, finissant, il doit y avoir l'importation qui doit cohabiter pendant un certain moment pour que les prix soient stables. Et nous avons remarqué qu'au nom de la souveraineté alimentaire, maintenant le producteur est plus que protégé au détriment du consommateur. C'est pourquoi nous profitons de ce bilan de campagne pour dire que l'agence de régulation des marchés doit être équidistant et à chaque fois que de besoin, qu'il y ait une cohabitation entre une filière finissante avec l'importation. Je pense que c'est ça qui permettrait à ce que les prix soient maîtrisés et qu'on ne vit plus pareille situation. Car si le marché est asséché, il est difficile de le remplir. Dans les rues de Sokone, le sigle ARES est devenu synonyme de solidarité. Depuis des années, cette organisation multiplie les interventions concrètes pour améliorer le quotidien des populations avec deux priorités majeures, la santé publique et la protection de notre écosystème. Sur le côté social, nous aidons les malades pour leur couverture. Et nous les aidons aussi à acheter des ordonnances. Nous œuvrons aussi du côté de la religion. Nous rénovons les mosquées. Il y a un moment où l'imagerie de l'appareil médical de Sokone était en panne et que vraiment ARES avait réussi à la réparer. Nous sommes prêts à reboiser la mangrove. Aujourd'hui, c'est un chantier colossal qui mobilise toutes les énergies. La réhabilitation de la baie de Sokone, véritable poumon de la ville. Ce site est au cœur de la stratégie de l'ONG pour redonner à la localité son éclat de temps. Face à ce dynamisme, la mairie ne compte pas rester spectatrice. Consciente de l'impact social de ses actions, l'institution municipale a réaffirmé son plein soutien aux ressortissants de la commune. Quand on se réveille le matin, la période des mangues, on n'avait pas besoin d'aller manger chez soi. On mangeait des mangues partout, dans chaque quartier, dans ça. Et ils sont dans cette perspective qui me paraît extrêmement bénéfique. Et ensuite, ils viennent assister des organisations à l'intérieur de la ville. C'est un travail qui ressorti de la mission du maire. Par conséquent, quand vous voyez un complément comme ça, vous ne pouvez que vous en féliciter. Avec ce nouveau statut d'ONG, l'ARES change d'échelle mais garde le même ADN, servir Sokone partout et en tout temps. La première édition du bébé de l'année organisée par la mairie de Diamniadio à travers la commission Action sociale a été une occasion pour la commune pour doter tous les postes de santé d'importants lots de médicaments. Nous avons présenté les médicaments et nous avons échangé sur l'importance des médicaments que nous avons remis, mais sur les objectifs que nous voulons assigner à cette remise. Je crois qu'ils nous ont bien compris parce qu'on a des médicaments, mais il faut que ça se fasse dans la transparence et dans l'équité. C'est ce que nous avons dit aujourd'hui. Donc, c'est destiné aux populations et en général les populations les plus démunies. Le sous-préfet de l'arrondissement de Diamniadio a pour sa part tenu à rendre hommage au personnel de santé. Donc, je voudrais juste lancer un appel à l'endroit des acteurs communautaires de se mobiliser davantage autour de la mairie, autour du médecin-chef district, autour du comité de développement sanitaire pour réussir les missions qui sont assignées à ce secteur de la santé-là. Mais aussi réserver une mention spéciale au médecin-chef du district de Diamniadio
qui ne ménage aucun effort pour la réussite de ses objectifs. Donc nous l'avons dit, il a à côté un comité de santé très dynamique et avec qui véritablement il y a une bonne collaboration autour du maire qui dirige le comité de gestion. Pour rappel, les bébés de l'année sont 2 à Diamniadio, une fille au centre de santé Elisabeth Diouf de Diamniadio et un garçon au poste de santé de Dougar. La place du Grand Soko, au cœur de Tanger, est plus qu'un simple lieu de passage. Située entre la Médina et la ville moderne, elle est depuis toujours un espace de rencontre, de commerce et de rassemblement populaire. Le 9 avril 1947, Tanger, alors ville à statut international, devient le théâtre d'un événement majeur de l'histoire du Maroc. C'est ici, à proximité du Grand Soko, que feu Sa Majesté, le roi Mohamed V, prononce un discours historique qui marque un tournant décisif dans la lutte pour l'indépendance. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Le roi se parlait avec le, n'a pas le roi dit maintenant, Mohamed V, le grand-père des rois. Et il a se monté là-bas, se parler pour le public, le Maroc. Bon content. Ça n'a pas, ça, bon content n'a pas ça. Seulement ça. Seulement le Médina et les... Qu'on rencontre des gens, on peut faire plein de choses, passer à la télé comme très bien manger. Voilà, on passe de tout au tout et c'est très dynamique. Oui, c'est ça, tout à fait, le Sénégal, parce qu'on rencontre plein de gens et voilà, la nourriture, le bon vivre, tout ça. Car ici, à la place du 9 avril, chaque pas raconte une histoire de lutte, de rencontre et d'ouverture sur le monde. Entre mémoire nationale et brassage culturel, le Grand Soko continue de battre au rythme de Tanger. Venir à Tanger, ou Tangel Madina selon les Marocains, sans s'arrêter à la place du 9 avril, c'est passer à côté de son cœur et de son histoire.